Je mets des légumes dans tous mes plats pour que le fils affamé de ma colocataire ne mange pas ce que je garde uniquement pour moi, et quand sa mère l'a découvert, elle est devenue furieuse. J'ai 26 ans et je vis dans une maison en location avec une mère célibataire de 30 ans et son fils de 6 ans. Avant, je vivais avec quelqu'un d'autre, mais cette personne est partie et la mère a emménagé. Ça ne me dérange pas de vivre avec elle et son fils. Tout va bien, et chacun suit sa propre routine. Je passe beaucoup de temps chez mon copain ou au travail. Nos horaires de travail coïncident, donc on n'interagit pas beaucoup, mais quand ça arrive, tout se passe bien. Aucun problème à ce niveau-là. Je veux commencer en disant que je sais qu'elle a des difficultés financières, mais je ne pense pas que ce soit une excuse. Moi non plus, je ne gagne pas beaucoup d'argent. Cependant, j'ai remarqué que ma nourriture disparaissait ou que certaines portions étaient prises. J'ai supposé que c'était son fils, alors je lui ai calmement demandé de l'empêcher de manger ma nourriture. Elle m'a simplement dit qu'elle s'en occuperait. Au début, cela ne m'a pas trop dérangé. Mais ça a commencé à devenir agaçant quand je rentrais du travail en m'attendant à avoir assez de restes pour un repas, pour finalement voir qu'ils avaient été grignotés ou complètement disparus. J'ai continué à en parler, et elle a commencé à être agacée par le fait que je ramenais constamment le sujet. En les observant, j'ai réalisé qu'aucun des deux ne mangeait de légumes. En voyant quels aliments disparaissaient et lesquels restaient intacts, j'ai remarqué que tout ce qui était vert était évité. Le poulet à l'orange disparaissait, mais le poulet au brocoli restait intact. Alors, j'ai commencé à mettre des légumes dans tous mes plats. Je trouve les légumes délicieux, et tout ce qui est vert ou qui n'est pas une pomme de terre n'est pas mangé. Donc, si je mélangeais quelques poivrons dans ma nourriture, c'était sûr. De toute façon, je prépare souvent de grandes quantités de légumes, alors j'ai juste commencé à en mettre dans tout ce que je mange. Si j'avais de la viande en trop, purée de pommes de terre, j'y ajoutais des haricots verts et je mélangeais. Si j'avais des restes de frites au fromage et au bacon, je mettais du brocoli par-dessus et je mélangeais tout. En général, mes plats faits maison contiennent déjà des légumes, mais j'ai commencé à m'assurer que absolument tout en est. J'ai préparé une grande casserole de mac and cheese, le plat préféré du fils de ma colocataire, et j'y ai ajouté des choux de Bruxelles rôtis. Pour moi, c'est délicieux. En plus, je mange plus de légumes, donc c'est gagnant-gagnant. Elle semblait déjà agacée, mais un jour, nous étions tous à la maison quand j'ai fait le mac and cheese. Elle était dans le salon et m'a vu sortir les choux de Bruxelles. Elle m'a demandé, « Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ?» Et je les ai versés dans la casserole. Elle m'a dit que j'étais égoïste et agaçante. J'ai juste répondu que j'aimais les choux de Bruxelles et c'est tout. Puis elle a commencé à se plaindre en disant, « On a besoin de nourriture. » Alors je lui ai dit d'aller en acheter ou d'arrêter de ne prendre que des produits transformés, parce que son argent durerait plus longtemps. Je pense qu'elle voit ça comme une sorte de vengeance, mais je veux simplement pouvoir manger ma propre nourriture. Je tiens aussi à préciser que partager la nourriture n'est pas le problème. Le problème, c'est de s'attendre à ce qu'elle soit là et de la voir disparaître constamment. J'ai travaillé toute la journée, je rentre en pensant avoir assez de restes pour un repas, et tout a disparu. Ou alors, je me réveille pressé le matin, avec mon petit déjeuner prêt, pour découvrir qu'il n'est plus là. Et donc, je dois sauter le petit déjeuner. Si elle m'envoyait au moins un message pour demander, « est-ce qu'on peut manger ça ?» je saurais et je pourrais prévoir autre chose. Je pourrais m'arrêter pour acheter à manger ou me préparer à cuisiner en rentrant. En plus, je trouve ça fou et irrespectueux de manger la dernière portion de nourriture de quelqu'un d'autre sans permission. Si quelqu'un prépare une grande quantité et que tu demandes une portion, ça va. Mais si quelqu'un a cuisiné, qu'il reste une seule part et que tu la prends sans demander, c'est franchement abusé. Je n'avais même pas fini de manger quand elle a recommencé. Et tu es égoïste. Comment peux-tu ne pas te soucier d'un enfant? Il a faim. J'ai pris une grande inspiration, sentant l'agacement monter. Il ne s'agit pas de ne pas me soucier d'un enfant. Il s'agit du fait que je prépare ma propre nourriture avec les ingrédients que j'achète avec mon argent. Si on devait cuisiner pour tout le monde, tu devrais aussi aider et cuisiner de temps en temps. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Elle a croisé les bras et m'a regardé comme si j'étais un monstre. Je n'ai pas le temps. Je travaille, je m'occupe de lui, je fais de mon mieux. Moi aussi, je travaille. Moi aussi, j'ai des responsabilités. Et même si tu essaies de te faire passer pour la victime, au bout du compte, le seul qui cuisine et se fait voler sa nourriture, c'est moi. Elle a ouvert la bouche pour répliquer, mais elle a hésité. Peut-être parce qu'au fond, elle savait que j'avais raison. Ce n'est pas juste qu'il ait faim. J'ai ri, incrédule. Et qu'il ait faim? Il ne manque pas de nourriture. Tu en achètes, sauf que ce ne sont pas de vrais aliments. Je vois les paquets de chips, les sodas, les pizzas surgelées. Le problème, ce n'est pas qu'il n'ait rien à manger, c'est qu'il préfère ma nourriture. Parce que ta nourriture est bonne.
Et pourquoi est-ce à moi de le nourrir? Elle n'a pas su quoi répondre. On s'est regardé, le silence était pesant. Mon sang bouillonnait. Elle voulait que je devienne la nounou officieuse de son fils, que je sois le cuisinier de la maison sans même me demander mon avis. Si tu as des difficultés financières, j'ai repris, je peux comprendre. Mais ça ne justifie pas de prendre ma nourriture sans me prévenir. Je t'ai déjà dit que j'allais lui en parler. Tu l'as dit, mais ça n'a servi à rien. Parce que ça continue. Elle a soufflé de frustration, s'est levée brusquement et a quitté la cuisine. La porte de sa chambre a claqué, résonnant dans toute la maison. J'ai soupiré, un goût amer dans la bouche. Ça n'allait pas bien se terminer. Je suis rentré chez moi après une longue journée de travail, déjà impatient de déguster le dîner que j'avais laissé dans le frigo. J'avais préparé quelque chose de simple mais savoureux, assez pour au moins un autre repas. Mais en ouvrant le frigo, mon estomac s'est noué. Ma nourriture avait disparu. J'ai regardé autour de moi, espérant l'avoir simplement mise ailleurs. Puis, quand j'ai tourné la tête vers la poubelle, mon cœur s'est emballé. Là, au milieu des déchets, se trouvait mon plat, jeté sans ménagement. Le récipient était encore taché des restes de ce qui aurait dû être mon dîner. La colère m'a envahi. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ma nourriture? L'ai-je demandé, ma voix déjà tendue par la rage. Ma colocataire est apparue dans l'encadrement de la porte, l'air de quelqu'un qui attendait déjà cette conversation. Il y avait des larves dedans, a-t-elle dit, comme si c'était une évidence. J'ai voulu prendre un verre d'eau et j'ai vu une larve sur le bord du récipient. Une mouche a dû pondre des œufs à travers un trou dans le couvercle. Ça ne me semblait pas sûr à manger, alors je l'ai jeté. Je suis resté silencieux un instant. Ça ne m'était jamais arrivé. Des larves? Des œufs de mouche? Rien que d'y penser, j'ai senti une vague de dégoût me traverser. J'ai poussé un soupir, essayant de calmer ma frustration. Bon, merci, je suppose. Elle a hoché la tête, comme si elle venait de me rendre un immense service. J'étais encore un peu contrarié, mais j'ai préféré lui faire confiance. Si des larves avaient vraiment contaminé mon plat, elle avait pris la bonne décision. Mais le lendemain, tout a changé. Ce soir-là, j'avais pris le temps de cuisiner quelque chose de spécial. J'avais acheté des ingrédients plus chers, j'avais préparé un plat plus raffiné, un vrai repas digne de ce nom. De la viande de qualité, des épices fraîches, une touche de vin dans la recette et bien sûr, des légumes. J'en avais mis en grande quantité, certain que personne d'autre n'y toucherait. J'ai tout rangé soigneusement dans le frigo, satisfait du résultat. J'avais hâte de le manger. Mais quand je suis rentré le soir et que j'ai ouvert le frigo, encore une fois, ma nourriture avait disparu. Une colère brûlante m'a envahi alors que j'ouvrais la poubelle et que je voyais, une fois de plus, mon récipient jeté là, encore plein. Tout mon repas, gâché. L'odeur de la nourriture mêlée à celle des déchets a rendu ma fureur encore plus insupportable. Mes mains tremblaient. Je suis allé directement devant sa chambre et j'ai frappé à la porte sans tenue. Elle a ouvert, l'air blasé, comme si elle savait déjà pourquoi j'étais là. Quoi encore? Quoi encore? Vais-je répéter, incrédule. Tu as encore jeté ma nourriture. Elle a haussé les épaules, complètement indifférente. J'ai vu une autre larve. Ça devait être la même chose qu'hier. Je suis resté figé un instant, essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. Encore? Pile le jour où je décide de cuisiner quelque chose de plus cher? Ben, j'essayais juste d'aider. Si tu veux manger de la nourriture pleine de bestioles, c'est ton problème. C'en était trop. Tu mens. Son expression a changé. Quoi? Tu mens. Mon sang bouillonnait. Tu l'as jetée parce que tu ne voulais pas que je la mange. Parce qu'il y avait des légumes. Parce que j'ai fait un bon repas pour moi et que ça t'a dérangé. Elle a levé les yeux au ciel, mais pendant une fraction de seconde, j'ai vu de l'hésitation dans son regard. Oh, arrête, tu deviens parano. Alors montre-moi. Elle a froncé les sourcils. Quoi? Montre-moi la larve. Tu jettes toujours la nourriture immédiatement, tu ne me montres jamais rien. Prouve-moi qu'elle était vraiment pourrie. Elle a hésité. Ce silence a tout confirmé. Mon estomac s'est noué sous l'effet de la rage. Je n'arrivais pas à y croire. Non seulement elle laissait son fils manger ma nourriture sans permission, mais maintenant elle la jetait juste pour que je ne puisse pas en profiter. J'ai serré les poings, inspirant profondément pour ne pas exploser sur le moment. Je paie pour cette nourriture. Je prends le temps de cuisiner, d'organiser mes repas pour avoir quelque chose de correct à manger après une journée de travail. Et toi, tu décides que je ne vais pas manger, juste comme ça? Elle a soufflé d'exaspération. Arrête ton cinéma. Achète autre chose, et puis c'est tout.
Je l'ai regardée fixement, sentant la colère monter en moi comme jamais auparavant. Elle a croisé les bras, persuadée que je n'allais rien faire. Mais elle se trompait. Parce que là, c'était la goutte de trop. Je ne pouvais plus la regarder sans ressentir un profond dégoût. Ce jour-là, après qu'elle ait haussé les épaules comme si elle avait le droit de jeter ma nourriture et m'ait dit de simplement en racheter, j'ai su que c'était fini. Je n'allais pas continuer à vivre comme ça, à être son cuisinier gratuit pendant qu'elle agissait comme si je lui devais quelque chose. Elle avait dépassé les limites. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je n'arrivais pas à dormir. Je repassais dans ma tête chaque situation absurde que j'avais tolérée dans cette maison. Depuis le moment où j'avais remarqué que ma nourriture disparaissait, ses excuses bidons, sa façon de me faire passer pour le méchant, jusqu'à l'apothéose, jeter mon repas à la poubelle sans la moindre hésitation. C'était évident qu'elle n'allait jamais arrêter. Si je restais, elle continuerait à agir de la même manière, en s'attendant à ce que je me résigne et que j'accepte la situation. Mais je ne suis pas ce genre de personne. Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. Avant d'aller travailler, je suis passé à l'agence immobilière pour parler directement avec le propriétaire. Je savais que le bail était à mon nom et qu'elle vivait là uniquement parce que je lui avais permis d'emménager après le départ de mon ancien colocataire. Elle n'avait jamais signé quoi que ce soit. J'ai expliqué la situation brièvement, sans entrer dans les détails inutiles. Je lui ai simplement dit que la cohabitation était devenue insupportable et que je voulais résilier mon bail. Le propriétaire, un homme plus âgé et très pragmatique, m'a écouté attentivement et m'a posé quelques questions sur la durée de préavis et les formalités. Heureusement, j'avais encore assez de temps pour partir sans complications, alors il a accepté ma demande. Puis, il a dit quelque chose qui m'a fait sourire intérieurement, si elle voulait rester, elle devrait signer un nouveau bail et assumer le loyer toute seule. C'était tout ce dont j'avais besoin. Avec ça réglé, j'ai commencé à préparer mon départ. J'ai trouvé un petit appartement plus proche de mon travail. Un peu plus cher, mais chaque centime en valait la peine pour ne plus jamais avoir à gérer cette profiteuse. En attendant, j'ai fait comme si de rien n'était. Je ne voulais pas qu'elle se doute de quoi que ce soit. Mais le jour où j'ai commencé à faire mes cartons, elle l'a remarqué. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle demandé en se tenant à l'entrée de ma chambre, regardant les boîtes et les sacs. « Je fais mes valises. Je pars. » Son expression a changé immédiatement. « Quoi ? Comment ça, tu pars ?» J'ai continué à plier mes vêtements sans même la regarder. « C'est exactement ce que je viens de dire. J'en ai marre de cette situation ridicule, alors je m'en vais. » Elle a lâché un rire sec, croisant les bras. « Et tu crois que tu peux juste partir comme ça ?» J'ai finalement levé les yeux vers elle. « Oui. J'ai déjà parlé avec le propriétaire. Le bail était à mon nom, alors je l'ai résilié. Si tu veux rester ici, tu devras signer un nouveau contrat et payer le loyer seul. » Son visage s'est décomposé. « Et tu peux pas faire ça. » Je viens de le faire. Elle a cligné des yeux, comme si elle essayait encore de comprendre ce qui se passait. « Et comment veux-tu que je paie ce loyer toute seule ? » Pas mon problème. « T'es un enfoiré. » a-t-elle crié, hors d'elle. « Tu vas vraiment me laisser ici, avec un gamin, sans nulle part où aller ? Je ne t'ai jamais forcé à venir ici. Tu es venu parce que tu l'as voulu. Ce qui se passe maintenant, c'est ton problème. » Elle a soufflé, furieuse. « Tout ça, c'est à cause de cette foutue bouffe, hein ? C'est une vengeance, avoue. » J'ai esquissé un sourire sarcastique. « Non. Je fais ça parce que j'ai compris que tu es une profiteuse. Mais si tu veux appeler ça une vengeance, libre à toi. » Elle a tourné les talons et est partie en tempêtant, claquant la porte derrière elle. Mais moi, je n'en avais plus rien à faire. Les jours suivants, elle a tout tenté. Elle a crié, essayé de me faire culpabiliser, même joué la carte du remords en disant qu'on me devait parler. Mais je ne suis pas tombé dans le piège. Puis, quand le jour de mon départ est arrivé, elle a complètement explosé. « Tu vas le regretter. » a-t-elle hurlé alors que je sortais avec mon dernier carton. « Je te jure que tu vas le regretter. » J'ai juste ri. J'en doute. Elle a essayé de m'appeler plusieurs fois après, mais je l'ai simplement bloquée. Et la réalité l'a vite rattrapée. Sans pouvoir payer le loyer seul, elle a été expulsée quelques semaines plus tard. Et quand je l'ai appris, j'ai fêté ça avec un bon repas. Cette fois, sans personne pour le jeter à la poubelle. Les jours suivants furent une pure tranquillité. Je préparais mes repas sans me presser, je laissais des restes dans le frigo et de surprise ils étaient toujours là quand je revenais. Personne ne touchait à mes affaires, personne ne volait ma nourriture, personne ne la jetait à la poubelle. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais le contrôle total de mon propre foyer. La sensation de liberté était incroyable.
Je pouvais cuisiner des repas entiers sans avoir à les cacher, acheter des ingrédients de meilleure qualité sans craindre qu'ils soient gaspillés. J'ai même investi dans de meilleurs ustensiles de cuisine. J'étais à l'aise, détendu, vivant comme toute personne devrait pouvoir vivre. Jusqu'à ce que les messages commencent à arriver. Au début, j'ai cru à une coïncidence. J'ai reçu une notification d'un numéro inconnu. Mais tu es un monstre. Comment as-tu pu abandonner une mère et son enfant comme ça? J'ai haussé un sourcil. J'ai supprimé le message sans y prêter attention. Mais peu après, un autre est arrivé. Réagis comme un homme. Un vrai homme ne laisse pas un enfant manquer de quoi que ce soit, espèce d'égoïste. Puis un autre. Et encore un autre. Soudainement, mon téléphone était inondé de messages, certains venant de numéros inconnus, d'autres de faux profils sur Instagram et Facebook. Certains étaient de simples insultes, d'autres tentaient de me faire culpabiliser. C'est là que j'ai compris, c'étaient ses amis. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'une d'elles dise clairement les choses. Mais elle vit chez des gens par pitié maintenant, elle ne sait pas quoi faire, tout ça parce que tu as été mesquin et cruel. Tu aurais pu être un vrai homme et l'aider jusqu'à ce qu'elle s'en sorte. Mais non, tu as préféré te comporter comme un enfant gâté. J'ai éclaté de rire en lisant ça. J'ai pris mon téléphone et j'ai répondu. Je ne suis ni son père, ni celui de son enfant. Ce qui lui arrive maintenant ne me concerne pas. La réponse a été immédiate. Mais tu n'as pas de cœur. Qui ose abandonner une mère et son enfant comme ça? Surtout après avoir partagé un foyer avec eux. Mais elle n'a rien partagé, ai-je écrit. Mais elle s'est juste installée dans un espace que je payais et s'est servie dans la nourriture que je cuisinais. Si tu tiens tant à l'aider, pourquoi tu ne l'accueilles pas chez toi? Silence. Mais les messages ont continué d'arriver. Des inconnus me traitaient de sans-cœur, d'égoïste, d'insensible. Certains tentaient même de me donner des leçons de morale. Mais tu n'es peut-être pas son père, mais un vrai homme protège ceux qui en ont besoin. La vie tourne, un jour tu pourrais être dans la merde et personne ne sera là pour toi. Le minimum que tu aurais pu faire, c'était continuer à payer le loyer jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. Pathétique. J'ai bloqué les numéros un par un. Mais le meilleur moment a été quand elle-même a essayé de me contacter. Après avoir été expulsée, après avoir envoyé toutes ses amies me harceler, elle a enfin décidé de m'écrire directement. Et en voyant son message, j'ai compris qu'elle pensait sincèrement que je devais résoudre ses problèmes. Mais tu m'as détruite. Tu m'as mis dans cette situation. J'espère que tu es fier de toi. Tu m'as jeté à la rue avec mon fils, sans même hésiter. Tout ça par vengeance. Tu as eu ce que tu voulais, me voir tomber au plus bas. Alors, dis-moi, est-ce que tu es heureux maintenant? J'ai ressenti un mélange d'agacement et d'amusement. J'ai tapé ma réponse calmement. Je n'ai rien fait d'autre que quitter une maison où on volait et jeter ma nourriture. Tu t'es mise dans cette situation toute seule. J'ai juste arrêté de payer pour toi. Bonne chance. Envoyé. Bloqué. Je pensais que l'histoire était terminée quand j'ai déménagé. Mais apparemment, certaines personnes pensent qu'un homme seul doit automatiquement devenir responsable d'une femme et de son enfant, même quand il n'a rien à voir avec eux. Mais franchement, je m'en foutais. Ma nourriture était toujours dans mon frigo. Mon appartement était propre et paisible. Et enfin, ma vie m'appartenait à moi seul. Je pensais que tout était enfin terminé. Les messages avaient cessé, les amis de Mariana avaient arrêté de me harceler, et ma vie était paisible. Je préparais mes repas tranquillement, mes affaires restaient exactement là où je les laissais, et personne ne venait me déranger ou essayer de me culpabiliser pour ne pas entretenir une femme qui n'avait jamais rien eu à voir avec moi. Je croyais que tout était réglé. Mais j'avais tort. Le pire restait à venir. C'était une matinée normale. Je venais de me lever et je préparais mon café quand j'ai entendu frapper à la porte. J'ai trouvé ça étrange, je n'attendais personne. Peut-être une livraison? Un voisin? Mais en ouvrant, j'ai vu un homme en costume tenant une grosse enveloppe, le visage bien trop sérieux pour que ce soit une bonne nouvelle. « Êtes-vous Lucas Moreau ?» m'a-t-il demandé, d'un ton professionnel et direct. « Oui, c'est moi. » Il m'a tendu l'enveloppe. « Vous êtes officiellement cité à comparaître. » Mon cerveau s'est figé. Cité à comparaître? Quoi? J'ai attrapé l'enveloppe sans comprendre et, dès que j'ai vu le nom de la plaignante, j'ai ressenti un frisson glacé me parcourir le dos. C'était Mariana. J'ai ouvert les papiers d'un geste brusque, mon cœur s'accélérant à chaque ligne que je lisais. Demande de pension affective plaignante, Mariana Dupont. Bénéficiaire, Mathis Dupont, mineur. Mes doigts se sont crispés sur les feuilles, tremblant de colère. Mariana me poursuivait en justice pour une pension alimentaire. La justification? Elle prétendait que Mathis, son fils,
avait créé un lien affectif fort avec moi et souffrait désormais de détresse émotionnelle à cause de mon départ. Que, en tant que figure paternelle, j'étais obligé de continuer à subvenir à ses besoins financiers. C'était complètement insensé. C'est une blague, ai-je soufflé, sentant la rage monter en moi. L'huissier a soupiré, visiblement habitué à ce genre de réaction. Je ne fais que livrer les documents, monsieur Moreau. Si vous souhaitez contester la demande, votre avocat pourra s'en charger. La première audience a déjà été fixée. Ma tête tournait. J'avais envie de crier, de l'insulter, de demander comment diable une telle chose pouvait être possible, mais l'homme ne faisait que son travail. J'ai attrapé les papiers et refermé la porte sans dire un mot. Je me suis effondré sur le canapé, feuilletant encore et encore ces pages absurdes, tentant d'en comprendre l'ampleur. Oui, j'avais vécu sous le même toit que ce gamin. Mais ça ne faisait pas de moi son père. Je n'avais jamais joué le rôle d'un beau-père, jamais assumé la moindre responsabilité envers lui. Je faisais ma propre cuisine, et il mangeait uniquement parce que sa mère le permettait. Et maintenant, à cause de ça, j'étais censé lui verser une pension? Chaque mot que je lisais me rendait plus furieux. Mariana affirmait que Mathis était émotionnellement détruit depuis mon départ, qu'il demandait après moi, qu'il se sentait abandonné. Que j'avais pris une place paternelle dans le foyer et que, par conséquent, je devais l'aider financièrement. C'était du grand n'importe quoi. Le pire? Aussi ridicule que ça puisse paraître, ce genre de procédure existait réellement. J'avais déjà entendu parler de cas où des juges condamnaient des hommes à payer une pension affective pour des enfants qui n'étaient même pas les leurs, simplement parce qu'ils avaient eu un lien avec eux. Mon esprit était en état de choc. Je n'avais jamais voulu être impliqué avec cette femme. Je n'avais rien fait d'autre que lui permettre d'emménager dans l'appartement que moi je payais. Et maintenant, parce que j'avais ouvert ma porte à la mauvaise personne, je me retrouvais entraîné dans une bataille judiciaire totalement insensée. Une boule s'est formée dans ma gorge. Une vague de colère, de frustration et d'incompréhension m'a frappé de plein fouet. Tout ça arrivait parce qu'un jour, j'avais voulu être une bonne personne. Et maintenant, je réalisais avec une clarté absolue que c'était la plus grosse erreur de ma vie. Le jour de l'audience arriva plus vite que prévu. Je savais que le système avait tendance à favoriser les mères et que Mariana s'était sûrement préparée pour jouer la victime. Je pouvais déjà l'imaginer entrer dans la salle d'audience avec cet air de pauvre femme abandonnée, utilisant son fils comme pièce maîtresse dans son spectacle de manipulation. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque j'entrai dans la salle, je vis Mariana assise à côté de son avocat. Elle portait des vêtements sobres, avec une posture abattue, comme si elle portait le poids du monde sur ses épaules. Une actrice parfaite. De mon côté, j'étais assis avec mon avocat, gardant mon calme. Mais en regardant devant moi et en voyant Mathis, son fils, tout devint plus clair. Le gamin avait l'air préparé. Il me regardait avec une expression incertaine, comme s'il essayait de se souvenir de ce qu'il devait dire. La juge en charge du dossier était madame la juge Camila Rodriguez, une femme à l'air strict, qui ne semblait pas du tout impressionnée par le cirque de Mariana. L'audience commença. L'avocat de Mariana se leva et prit la parole en premier. Il manipula l'histoire de façon grotesque, me décrivant comme une figure paternelle essentielle dans la vie de Mathis, prétendant que mon départ avait causé une souffrance immense à l'enfant et que j'avais une obligation morale et financière de continuer à le soutenir. Mais la partie qui m'énerva le plus fut lorsqu'il affirma que j'avais nourri et pris soin du garçon, comme si j'avais volontairement assumé son éducation. J'avais envie de rire devant tant d'audace. Après son discours mélodramatique, Mariana prit la parole. Sa voix était remplie d'émotion, ses yeux légèrement humides, et elle tenait la main de son fils comme si elle voulait le protéger du grand méchant loup au moi. Mathis demande après son papa chaque soir. Il me dit qu'il veut le revoir. Madame la juge, mon fils souffre, et je veux simplement justice pour lui. Papa. Elle essayait vraiment d'imposer cette version des faits. J'étais sur le point de parler, mais Mathis, avec toute l'innocence d'un enfant, se tourna vers elle et demanda. Maman, c'est qui que je dois appeler papa? Le silence dans la salle fut assourdissant. Même l'avocat de Mariana ouvrit grand les yeux, choqué. Mariana devint livide. La juge, qui écoutait jusqu'ici avec patience, inclina légèrement la tête et fronça les sourcils. Madame Mariana, pouvez-vous m'expliquer cela? Mariana lâcha un rire nerveux, essayant de minimiser la situation. Oh, vous savez, les enfants, ils se mélangent parfois. Il a toujours vu Monsieur Lucas comme une figure paternelle, alors c'est normal qu'il soit perdu. Mais le mal était déjà fait. La juge se tourna vers l'enfant, avec un ton plus doux. Mon chéri, puis-je te poser une question? Mathis regarda sa mère, qui lui lança un regard noir, mais comme n'importe quel enfant, il répondit avec sincérité. Tu prenais la nourriture de tonton Lucas, mon ange? Mariana serra son bras discrètement, mais Mathis, sans voir le problème, répondit avec innocence.
Oui. Maman me disait toujours de prendre parce que sa nourriture était bonne. Mariana se figea complètement. Je vis mon avocat retenir un sourire et la juge se pencha légèrement en avant. Madame Mariana, avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Mariana tenta de se défendre, secouant la tête. C'est juste un enfant, madame la juge. Il ne comprend pas vraiment ce qu'il dit. La juge leva la main, la coupe en net. Monsieur Lucas, pouvez-vous me préciser combien de temps vous avez cohabité avec madame Mariana? Moins d'1 an, madame la juge. Les yeux de la juge s'écarquillèrent légèrement. Moins d'1 an? Et madame Mariana pense que cela suffit pour établir un lien paternel justifiant une pension alimentaire? L'avocat de Mariana, voyant la situation s'effondrer, tenta d'intervenir. Madame la juge, la durée de la cohabitation ne diminue pas nécessairement l'impact émotionnel sur l'enfant. Mais la juge leva la main, le coupant immédiatement. Si, maître. Nous ne parlons pas ici d'un beau-père ayant élevé un enfant pendant plusieurs années. Nous parlons d'un homme qui a simplement partagé un logement avec madame Mariana sur une courte période, sans aucune obligation légale ou émotionnelle envers Mathis. Elle se tourna vers Mariana, son regard maintenant plus sévère. D'après ce que j'ai entendu aujourd'hui, vous avez non seulement permis, mais aussi encouragé votre enfant à profiter de la nourriture de monsieur Lucas, qui n'avait aucune responsabilité envers lui. Et maintenant, vous venez devant cette cour tenter d'extorquer de l'argent? Mariana ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La juge parcourut une dernière fois les documents devant elle et soupira. Cette affaire est une perte de temps totale. Elle se tourna vers moi. Monsieur Lucas, vous êtes totalement disculpé de cette accusation. Le jugement est en votre faveur. Pendant un instant, j'eus l'impression qu'un poids énorme venait d'être retiré de mes épaules. J'avais gagné. Mais ensuite, la juge fit quelque chose que personne n'avait anticipé. Elle se retourna vers Mariana et prit un autre document. Compte tenu de la tentative évidente d'abus du système judiciaire et de la perte de temps infligée à cette cour, ainsi que du fait que monsieur Lucas a dû dépenser de l'argent et du temps pour se défendre contre une accusation infondée, j'inflige une amende à madame Mariana. Les yeux de Mariana s'écarquillèrent de panique. Quoi? Vous serez tenu d'indemniser monsieur Lucas pour préjudice moral et de couvrir les frais judiciaires. Le choc fut immédiat. Son avocat tenta de contester, mais la juge l'ignora. Mariana éclata en sanglots, mais la juge resta impassible. Affaire classée. La sensation de soulagement fut indescriptible. Mariana quitta la salle en pleurant, mais je n'éprouvai aucune pitié pour elle. Depuis ce jour, elle ne m'a plus jamais approché, ni tenté de me contacter. Et après tout ce que j'avais vécu, j'en avais tiré une leçon inestimable. Ne jamais ouvrir sa porte à quelqu'un qui ne le mérite pas. Je n'ai jamais été du genre à garder rancune. J'ai toujours essayé d'aller de l'avant, de laisser tomber les mauvaises expériences et d'en tirer des leçons. Mais cette histoire, cette expérience, a été une véritable épreuve pour ma patience et ma santé mentale. Parfois, je repense à la façon dont tout a commencé si simplement. Quand Mariana a emménagé, je n'avais aucune attente particulière. Je ne pensais pas qu'elle serait un problème. Je pensais qu'elle serait comme n'importe quel colocataire, quelqu'un qui paie sa part, respecte l'espace des autres et mène sa propre vie. Quelle naïveté. Peu à peu, elle a commencé à franchir les limites, à profiter de la situation, à agir comme si ce qui m'appartenait lui appartenait aussi, et pire encore comme si son fils avait droit à tout ce que j'avais acquis par mon propre travail. Et c'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas à quel point cette situation était absurde. Le fait d'avoir un enfant ne signifie pas que le monde entier est responsable de lui. Mais certaines mères pensent que oui. Elles croient que tout le monde autour d'elles doit se plier à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Que le simple fait d'avoir donné naissance transforme leurs gamins en petits rois ou reines que nous devons choyer, nourrir, soutenir et pour lesquels nous devons nous sacrifier. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Je ne suis pas père. Je ne l'ai jamais été. Je n'ai jamais voulu l'être. Et pourtant, on a essayé de me forcer à endosser ce rôle, comme si c'était mon devoir d'assumer une responsabilité que je n'avais jamais demandée. Ce qui me met le plus en colère, c'est comment Mariana a essayé de manipuler son propre fils pour me soutirer de l'argent. Je n'oublierai jamais le moment exact où Mathis, dans toute son innocence d'enfant, a demandé. Maman, c'est qui que je dois appeler papa? C'est là que tout s'est écroulé pour elle. C'est à cet instant que j'ai compris qu'elle avait entraîné son propre enfant à mentir, à jouer un rôle devant le tribunal, tout ça pour me voler de l'argent. Quel genre de personne fait ça? Une personne égoïste. Une femme qui pense que juste parce qu'elle a décidé d'avoir un enfant, le monde entier doit tourner autour d'elle et de son fils. Mais la vérité, c'est que le monde ne doit rien à personne. Si tu choisis d'avoir un enfant, c'est ta responsabilité de l'élever, de l'éduquer, de le nourrir et de le protéger. Pas la mienne. Pas celle de la société.
pas celle d'un homme aléatoire qui a partagé un logement avec toi pendant quelques mois. C'est ça que Mariana n'a jamais compris. Le plus ironique? Si elle avait été ne serait-ce qu'un minimum correct, j'aurais peut-être pu l'aider de temps en temps. Pas avec de l'argent, mais avec un petit service, comme n'importe quel colocataire pourrait le faire. Mais elle a choisi la manipulation, le chantage émotionnel et l'exploitation. Et au final, elle en a payé le prix. Et moi? Comment ai-je fini après tout ça? Au début, j'étais en rage. Je n'arrivais pas à croire que j'avais failli être obligé de payer pour un enfant qui n'était pas le mien, qui avait à peine vécu avec moi, simplement parce que quelqu'un avait tenté de tordre la loi en sa faveur. Mais ensuite, j'ai ressenti un immense soulagement. Le soulagement d'avoir gagné. Le soulagement d'être sorti indemne. Le soulagement d'avoir vu la justice fonctionner, pour une fois. Mariana a essayé de me piéger. Elle a voulu me traîner dans une histoire qui ne me concernait pas. Et elle a échoué lamentablement. Aujourd'hui, ma vie est plus paisible que jamais. Mon frigo reste plein et personne ne touche plus à ma nourriture sans permission. Ma maison reste propre et personne ne la traite plus comme un refuge gratuit. Je vais au travail, je rentre chez moi et je n'ai plus à gérer des disputes, des manipulations ou des messages ridicules de gens qui pensent que le monde entier doit prendre soin de leurs enfants. Et vous savez quoi? Je ne me suis jamais senti aussi bien. S'il y a une chose que j'ai apprise de tout ça, c'est que personne ne peut te forcer à prendre une responsabilité qui n'est pas la tienne. Et plus jamais je ne laisserai quelqu'un essayer. Fin.